qu'on se rend pas compte du nombre de rédacteurs qui sont autodidactes ou qui n'ont pas de formation en rédaction web pure et dure. Or, la rédaction web, c'est de la com, du market et de la littérature. Il faut savoir que quand je me suis lancée en 2019, je me suis lancée parce que j'ai été entre guillemets un peu poussée par mon copain de l'époque. Et du coup, quand on s'est séparés, c'était en 2022, j'ai lié ma relation perso avec ma société et du coup, j'ai plus du tout eu envie de travailler, tu vois. Je me levais le matin, j'avais pas envie de travailler. En fait, ChatGPT, il est très fort pour tout ce qui est opérationnel, on va pas se mentir. Donc tu lui dis, tu fais ça. En plus, les synthèses de dossiers, par exemple, qui est un peu une partie de la rédaction web aussi, il sait très bien le faire. L'idée, c'est pas de suivre de manière aveugle tout ce qu'il t'a dit. Ah bah, il m'a dit que le titre était pas ouf, donc je change tout mon titre. Non, c'est d'avoir ton œil critique de rédacteur web et te dire, ok, ça c'est hyper intéressant, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Hello tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de Marketing Pillow. Donc aujourd'hui je suis accompagnée d'Inès Sivignon. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le concept de l'émission, eh bien ici on va parler de marketing mais en toute détente. On va vous donner des conseils, des bonnes pratiques, mais on va aussi parler du parcours de nos invités. Donc vas-y Inès, je te laisse te présenter. Alors coucou, moi c'est Inès Sivignon, je suis rédactrice web de métier, donc j'accompagne les entreprises sur la rédaction de leur contenu sur le web et à côté de ça, j'ai aussi une formation où je vais former les futurs rédacteurs ou les rédacteurs actuels qui souhaitent vraiment bien gagner leur vie grâce à la rédaction web. Du coup, Inès, moi j'ai vu tes contenus passer sur LinkedIn, donc c'est comme ça que je t'ai connue. Sur Instagram aussi, à l'époque tu avais un compte Insta, maintenant t'en as plus. À l'époque, je l'ai mais ailleurs il n'y a rien. C'est comme s'il n'y en avait pas. Parce que j'avais vu ton nom passer sur Instagram, je crois que tu avais mis quelques petits contenus à ce moment-là, mais maintenant, t'as tout vidé sur ton compte. Mais ouais, c'est principalement sur LinkedIn que je te vois passer. Et on fait aussi partie d'un groupe de créateurs de contenu lyonnais qui a été fondé par Victor Linder, qui tardera pas à passer dans Marketing Pillow d'ailleurs. Donc le groupe des Canuts du contenu, voilà, où on se réunit tous les mois. Pour boire un petit coup, pour manger aussi, pour ceux qui sont dispo. Donc ça nous a permis de se connaître un petit peu plus. Et fun fact, on habite dans le même quartier. Exactement. C'est trop drôle. Et on était même, si on peut le dire, on a des amis en commun, des connaissances en commun, quoi. Ouais, ça c'est encore plus ouf. Ouais. ça on l'a découvert entre-temps aussi, et puis même en discutant avec des amis, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça trop drôle. Comme quoi, le monde est petit. Le monde est petit. On va pouvoir parler de ton parcours avant que tu puisses donner tes conseils et tes bonnes pratiques. Donc on va commencer par ton lancement en tant que rédactrice web. C'est vrai que dès la fin de tes études, tu t'es lancée en freelance sans aucune expérience en CDI. Est-ce que tu appréhendais cette expérience ? Non, pas du tout. Et j'en ai fait justement un post LinkedIn il n'y a pas très très longtemps. En fait, je me suis vraiment lancée sans me dire, tu vois, je me lance, il faut à tout prix que je trouve des clients, je vais en faire ma vie, ma carrière, etc. C'était pas le mood dans lequel j'étais à cette époque-là. C'était plutôt, je viens de terminer mes études. Honnêtement, le salariat me tente pas plus que ça, j'ai envie de tenter le freelance et je vais vraiment le tenter, tu vois, c'était vraiment en mode expérience. Je crée mon statut, c'est hyper simple de créer son statut en tant que solopreneur maintenant. Je fais un peu de contenu sur LinkedIn et je vois si ça prend ou pas. Et ça a pris, donc du coup me voilà encore là 5 ans après, mais il n'y avait pas du tout, tu vois, d'appréhension ou de pression que je pouvais avoir pour payer un loyer, pour vivre de ça parce que j'étais chez mes parents et puis j'avais pas d'attente particulière. C'était plutôt une année test et on verra bien ce que ça donnera. Alors du coup, comment tu as pu trouver tes premiers clients ? Parce que c'est pas forcément évident pour des personnes qui viennent de se lancer et surtout, est-ce que c'était difficile pour toi ? Alors, mes premiers clients, je les ai trouvés avec LinkedIn et c'est encore aujourd'hui mon canal d'acquisition phare. Je pense qu'il y a 80% de mes demandes clients entrantes qui viennent de LinkedIn. Donc ça a commencé comme ça, j'ai publié quelques contenus et fun fact, qui n'est pas si fun que ça, mais j'ai commencé à publier pendant que j'étais encore en stage et donc que j'avais pas du tout mon statut créé. Et du coup, ça m'a donné une petite visibilité, surtout à l'époque, en 2019, dès que tu publiais un petit peu un contenu, tu perçais assez vite. Et du coup, j'ai eu des demandes avant de me lancer. Donc quand je me suis lancée, j'avais déjà des demandes de clients. Donc je pense que c'est aussi ce côté-là qui était rassurant, tu vois, où j'avais pas trop la pression.
Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Est-ce que c'était difficile pour toi? C'était pas si difficile que ça parce qu'en fait ça s'est fait très naturellement comme je te le dis. J'ai commencé à publier sur LinkedIn pour tester le canal parce que dans tous les cas j'étais formée pour être rédactrice web, donc que ce soit en freelance ou en agence, j'allais devoir faire ce métier-là, donc LinkedIn m'intéressait un peu. Donc j'ai testé, ça a pris, tant mieux. Ça a été crescendo, tant mieux. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, de jamais avoir une pression. Enfin, la pression est venue plus tard, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais dans les débuts, ça allait, c'était bien. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait de trouver des clients sur LinkedIn, tu avais fait un post aussi, tu vois, par rapport à Malte. Ouais. Je me souviens, je l'avais commenté même, où je te disais que sur Malte, franchement, j'en tirais pas grand-chose. Et comme toi, en fait, LinkedIn, c'est mon principal canal d'acquisition. C'est là où j'ai la majorité de mes demandes. Et du coup, je voulais savoir, pour toi, Malte aussi, c'était galère de ce que j'avais vu sur ton post, tout ça? Ouais, en fait, j'ai testé quand même d'autres stratégies que LinkedIn. LinkedIn, ça a pris, donc tant mieux, mais j'ai testé ce dont on parlait à l'époque, donc il y avait surtout les plateformes freelance. Quand tu étais rédacteur, c'était un peu the place to be. En grand nom, un peu sympa, il y avait Malte, parce que l'avantage de Malte, entre guillemets, c'est que tu peux fixer tes propres tarifs, tu vois, c'est pas un tarif au moins imposé. Le fait étant que malgré tout, le seul élément de différenciation sur Malte, ça reste le prix, en fait, ou les étoiles. Sauf que quand tu commences, t'as pas encore d'étoiles, enfin les étoiles, les avis, j'entends, mais quand tu commences, t'as pas encore d'avis, justement. Donc c'est le prix, foncièrement. Et j'ai jamais, je crois, alors pour être honnête, j'ai dû avoir 2 demandes quand même, il n'y a pas eu 0 demande, mais c'était vraiment des demandes en plus, tu vois, qui n'étaient pas non plus des contrats de l'année ou des clients que j'ai pu forcément garder sur le long terme. Donc j'ai très vite déserté les plateformes et des retours que j'ai pu avoir, donc comme toi tu l'as dit, ou d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger, que ce soit des rédacteurs ou non d'ailleurs, ça a très peu marché. Alors après, il y en a pour qui ça marche très bien, mais c'est ceux qui y sont depuis longtemps, qui ont beaucoup d'avis, justement, etc. Mais je trouve que pour la masse de personnes qui sont inscrites sur les plateformes et le nombre de personnes qui vraiment arrivent à gagner leur vie grâce aux plateformes, c'est minime quand même. Et je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que quand même sur LinkedIn, tu as plus l'occasion de prouver ton expertise à travers tes contenus justement, ce qui n'est pas forcément possible sur Malte, parce que c'est vrai que ça repose principalement sur les notes, un système de recommandation avec les avis, tout ça, alors que sur LinkedIn, tu as un petit peu plus de place à la créativité à travers tes contenus, tu as les vidéos, tu as les carousels, tu as des petits visuels très sympas que tu peux faire. Je sais pas ce que tu en penses toi par rapport à tout ça. En fait, comme je disais, il y a plein de possibilités pour trouver des clients foncièrement. Les plateformes, tu montres rien. Ton seul élément différenciant, c'est le prix. Il y a aussi tout ce qui est prospection, ce qui existe toujours et qui marche bien. Mais là encore, on est sur un système de prospection à froid sur des personnes qui ne te connaissent pas et qui potentiellement ne savent même pas qu'elles ont une problématique. C'est toi qui vas venir en disant ton site, j'ai vu qu'il n'était pas bien référencé, mais la personne elle va dire ok, mais à quoi ça me sert le référencement, je savais même pas que j'en avais besoin, j'ai même pas de budget, enfin tu vois, qui ne te connaissent pas. Donc le nombre de retours, le taux de conversion est très mince. Les seuls canaux qui permettent vraiment de mettre en avant ton expertise et où en fait t'attires c'est le principe inbound marketing et outbound marketing. Inbound, c'est tu vas attirer les clients à toi et pas aller les chercher. Et moi je trouve que c'est la meilleure stratégie au monde parce que tu sais que les clients qui te contactent, ils sont quasiment déjà convaincus. En fait, après c'est juste un petit échange, le devis, etc. Mais t'as déjà fait 70% du job quand ils viennent te contacter, donc c'est dingue. Et du coup, oui, ça c'est tout ce qui est stratégie de création de contenu, donc ça peut être les réseaux sociaux comme LinkedIn, mais il y a aussi Insta, TikTok, YouTube, voilà, etc. Il y a le site web, il y a la newsletter, enfin voilà, mais tout ce qui est créa de contenu. Et ça, c'est hyper fort parce que juste en créant du contenu, tu fais déjà 70% du taf, quoi. Ouais, puis comme tu le dis, en fait, notre profil LinkedIn, c'est un lead magnet à part entière au final. Donc aujourd'hui, tu n'es pas uniquement rédactrice web, tu proposes aussi des formations. Et d'ailleurs, il y a plus de 300 personnes qui t'ont rejoint. C'est énorme. Ouais. Et du coup, c'est quoi la méthodologie que tu proposes ? Alors, moi, je fonctionne principalement au format PDF. Je sais que c'est rare que beaucoup de formations se font au format vidéo. C'est, on va dire, le modèle de formation qu'on va avoir tendance à voir. Moi, j'ai pris totalement le contre-pied, tout simplement parce que je fais une formation de rédaction déjà, de base. Donc, si les gens qui achètent ma formation n'aiment pas lire, on est déjà sur un petit problème de ciblage et de cohérence, parce qu'un rédacteur, il faut savoir qu'il écrit, mais il lit énormément, beaucoup, j'allais dire. Il lit aussi beaucoup, puisqu'il doit faire une sorte de synthèse de dossier, de recherche, d'apprentissage, et puis tu dois
lire ce que font les autres pour apprendre aussi de la manière dont ils rédigent. Enfin bon, bref, tu lis. Donc si t'aimes pas lire, ça va pas. Donc moi, j'ai fait un système vraiment de PDF. C'est une formation qui est énorme parce qu'il y a plus de 400 pages au format PDF. Alors, je vous rassure, il y a des illustrations, des exemples, des exercices, et pas que du noir sur blanc taille 10, tu vois, un truc imbuvable, non. Mais voilà, c'est écrit. Et pourquoi j'aime bien ce format-là? Parce que je trouve que, tu vois, tu cherches quelque chose, tu cherches une info, bah, tu fais CTRL F et tu trouves ton info directement dans tout le texte, alors qu'une vidéo, tu dois repasser derrière, repasser avant, tu sais jamais c'est lequel bon moment. Tu peux pas surligner, sur un PDF, tu peux surligner. Je sais pas, j'adore le PDF, c'est mon format préféré. Et après, en termes de méthodologie, on va dire plus globale, moi, je pars du principe qu'avant, quand tu étais rédacteur web, tu pouvais être juste rédacteur web, entre guillemets, ça suffisait. Donc faire de l'opérationnel, de la rédaction pure, ça suffit plus. Et je m'en suis rendu compte moi-même, puisque je suis encore rédactrice web. Maintenant, tu es obligé de faire l'accompagnement stratégique, tu es obligé de prendre en considération l'IA, dont on parlera sûrement après aussi. Tu es obligé aussi d'être un bon communicant, parce qu'en fait, tu peux être un excellent rédacteur web. Si tu sais pas communiquer sur tes services, bah, t'as pas de clients. Donc à quoi ça sert d'être un bon rédacteur web sans client? Ça n'a aucun sens. Donc j'ai vraiment essayé de faire une formation la plus globale possible, que tu aies vraiment tout en main pour réussir en rédaction. En fait, la promesse de la formation, c'est vraiment réussir en tant que rédacteur web et pas juste devenir rédacteur web. Moi, je trouve que c'est super intéressant ton approche parce que tu délivres pas seulement des conseils pratiques sur le métier de rédacteur web. En fait, tu les aides aussi à être plus visibles sur la toile, notamment sur des plateformes comme LinkedIn, etc. Enfin, comment est-ce que tu fais pour bien communiquer sur tes services, qui est super important, parce que c'est vrai que dans certaines formations, tu vois, on va t'apprendre, on va dire, des skills vraiment très pratiques, mais on va pas te dire, ok, comment tu peux arriver à avoir des clients, comment tu peux arriver à signer, à augmenter ton CA derrière, enfin à en vivre tout simplement. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire que tu réussis très bien en tant que freelance. Tu as pu varier du coup tes sources de revenus et tu réussis aussi sur LinkedIn puisque tu es devenue une top voice. Tu as été sélectionnée. Tu es l'élu. Tu fais partie des élus. Et est-ce que tu te souviens de tes débuts sur LinkedIn? Alors, ça me donne un coup de vieux cette question. C'était il y a 5 ans. Mais oui, je me rappelle très bien. Comme je te disais, quand j'ai commencé, c'était un peu j'étais une exploratrice, quoi, un peu avec son sac à dos, tu vois, qui découvre la plateforme. Et puis ça a tellement changé en 5 ans. C'est là où on voit aussi que le monde du digital évolue très vite de manière générale, mais encore plus sur les plateformes sociales, parce que LinkedIn en 2019 et LinkedIn en 2024, c'est deux choses totalement différentes. Mais du coup, au début, j'étais vraiment en mode exploration, je faisais des petits posts. Je savais pas vraiment trop ce que je faisais, tu vois, je testais des trucs, je faisais des posts, j'étais pas convaincue. Et puis même, tu vois, il y avait peut-être pas autant cette pression où après, ça devient vraiment ton canal d'acquisition, c'est obligatoire pour trouver des clients. Même, ça peut devenir une source de revenus puisque tu peux faire des partenariats avec des marques, etc. Donc, ça devient beaucoup plus professionnel et tu as peut-être une pression un peu des likes, du taux d'engagement, tout ça, qu'on voit beaucoup chez beaucoup de créateurs d'ailleurs. Au début, mes posts, des fois je faisais 10 likes par post, 3 commentaires, j'étais contente, tu vois. Je disais, oh, trop bien et tout. Il y a des gens qui... Enfin, j'avais ce regard neuf de me dire, il y a des gens qui s'intéressent à mon contenu, même s'ils sont 10, c'est déjà ça, tu vois. Donc j'avais vraiment le regard un peu innocent, découverte et pas du tout de pression. Donc voilà, comme j'étais à mes débuts sur LinkedIn. Moi, je m'identifie pas mal, du coup, à ce que tu dis par rapport à tes débuts sur LinkedIn. Moi, j'avais commencé à publier. Alors, du coup, moi, c'était un petit peu plus chaotique, ma création de contenu sur LinkedIn, parce que c'était un coup, allez, je postais à balle et après, je m'arrêtais. Je postais, je m'arrêtais. Vraiment, les montagnes russes, c'était n'importe quoi. Mais là, depuis le mois d'août, du coup, je suis régulière et je vois que ça porte bien ses fruits, donc j'ai intérêt à bien continuer comme ça. Mais c'est vrai qu'à mes débuts aussi, tu vois, je me mettais pas du tout de pression par rapport à mes créas de contenu sur LinkedIn. J'étais trop contente, même pour un post à 3 likes. Mais oui, mais c'est ça, et je trouve que c'est ça qui est beau, et c'est peut-être ça qui fait qu'on a perduré dans le truc aussi, tu vois. Parce que quand tu te mets une pression dès le début, je pense que tu te brides déjà un peu ta créativité de fait de cette pression-là en disant je dois faire que du contenu qui buzz, alors que foncièrement, déjà, qu'est-ce qu'un contenu qui buzz? Il n'y a pas de recette magique, des fois ça prend pas, tu sais même pas pourquoi.
Mais je pense que c'est ça qui est bien aussi. Et je trouve ça justement un peu dommage que cette pression, elle arrive malheureusement un petit peu dès que tu commences à, tu vois, à avoir de la visibilité et tout. Tu vois, avant, comme tu dis, on s'en foutait d'avoir du like. Au contraire, on disait « Oh, trop bien !» et tout. Et maintenant, tu vas faire un post qui bide un peu plus que par rapport aux autres. Donc après, tout est relatif aussi de ce que tu appelles un bide. Et tu t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, j'y pense pendant 3 jours à ce post qui a pas marché, tu vois. Bon, après, je m'en remets, mais je trouve que c'est bien les débuts. Quand justement, au début, tu te lances et t'es plutôt en mode découverte, chill. Et je pense que c'est le bon état d'esprit à avoir. Et là, je vais éternuer, je le sens bientôt. C'est en train de me monter au nez. Attends, faut que je regarde la lumière. Ça marche pas. C'est ultra frustrant en plus quand tu sens le truc monter comme ça. Mais il va finir par sortir à un moment. Bon, en attendant, je vais manger un bonbon. Du coup, tu vois, sous certains de mes posts, j'ai parfois des personnes qui me demandent, du coup, par rapport au mindset à avoir dans sa création de contenu, etc. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, autant à l'époque, on se mettait pas du tout la pression et tout, mais en même temps, la création de contenu, c'était pas autant... pratiqué sur LinkedIn, c'était beaucoup plus sur Insta, etc. Et aujourd'hui, tu as des gens qui viennent me voir, sur le réseau, voilà, vous voyez ce que je veux dire. chez moi, ils toquent. Salut. Du coup, ils commentent sous mes posts et ils me demandent, tu vois, par rapport au mindset à avoir et tout ça, parce que... du coup, tu vois, ils se prennent pas mal la tête sur la création de contenu, tout ça, alors qu'ils viennent tout juste de débuter, tu vois. Et du coup, ce que je leur dis, c'est que, en vrai, c'est tout à fait normal. En vrai, te mets pas trop de pression. Moi, à mes débuts, je me mettais pas la pression et c'est ce qui m'a grandement aidée parce qu'au contraire, c'est ça qui va faire que tu vas te démotiver, tu vas te décourager et tu vas perdre justement cette énergie que tu avais à poster sur LinkedIn. Et tu vois, j'ai aussi eu un ancien collègue qui s'était fraîchement mis sur LinkedIn et qui, du coup, venait me voir en disant, un petit peu déçu, ouais, j'ai fait que 100 ou 200 impressions, tout ça, est-ce que tu aurais des tips à me donner? Alors bien sûr, tu vois, il y a toute cette optimisation autour du post, améliorer des trucs comme ça, mais au-delà de ça, vraiment, le mindset, c'est le plus important, en fait. Même si tu débutes... Déjà aussi, je pense que ce qui... Alors, je dirais pas ce qui les conditionne un petit peu, mais tu vois, aujourd'hui, sur LinkedIn, je pense que tu peux avoir tendance à te comparer. Enfin, je dis sur LinkedIn, mais c'est valable aussi pour les autres réseaux. Et je pense que c'est aussi le piège, tu vois, de te comparer aux autres qui sont là depuis des mois, depuis des années même, parce que tu as des dinosaures aussi sur LinkedIn, tu vois, qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Du coup, le mindset, voilà. Ouais. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est que quand tu te mets une pression... Et en fait, j'ai souvent remarqué que les personnes qui me contactent en me disant « Oh, j'y arrive pas, ça marche pas, ça prend pas, etc. » Généralement, ça fait peu de temps qu'ils ont commencé, tu vois, ça fait pas non plus 2 ans qu'ils galèrent, où là, je me dirais « Bah ouais, 2 ans, tu galères, t'avais déjà du courage. » Mais c'est vraiment, tu vois, j'ai fait 1 mois de contenu régulier et je galère. 1 mois, foncièrement, c'est rien, tu vois, tu viens de débuter. Donc, te mets pas une pression de dingue quand tu débutes, tu vois, tu te mettras la pression justement quand tu auras une bonne visibilité et que tu commenceras à décroître en visibilité, là tu te poseras des questions, mais là, vas-y chill et c'est le meilleur moyen de perdurer parce que qu'en fait, tu prends la chose de manière chill, tu te démotives pas, en fait, tu fais ton petit post, tu publies, ça prend pas, t'es en période de test, tu vois ce qui a mieux fonctionné, ce qui a pas mieux fonctionné, et t'as pas cette démotivation de te dire je fais ça pour rien, alors que si tu te mets une pression, tu vas te dire bah je fais ça pour rien, j'abandonne, ça sert à rien. Alors que non, nous, comme tu le dis très bien, ceux qui sont là depuis longtemps, ils sont là depuis longtemps. Donc il y a eu des périodes, je pense que tout le monde a commencé avec 10 likes, quoi. Enfin, ceux qui n'ont pas commencé avec 10 likes, c'est soit ceux qui étaient poussés par d'autres créateurs de contenu qui étaient déjà très connus, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais il y en a qui sont poussés par d'autres collègues, et c'est très bien, hein, tant mieux s'ils ont la chance d'avoir des gens connus, mais je veux dire, il faut prendre ça en compte. Et puis il y en a d'autres aussi qui podent, pas se mentir, donc voilà. Et il y en a aussi qui... je sais pas moi, qui sont là depuis des années et toi t'as l'impression que c'est parti hyper vite, mais en fait pas du tout, ça faisait 5 ans que ses posts ils faisaient 2 likes et puis d'un coup ça a pris parce qu'il a compris le truc, justement il a optimisé, analysé tout ça. Il y en a qui ont une autre audience sur d'autres plateformes, qui sont très connus sur Insta, qui sont très connus sur YouTube et qui arrivent sur LinkedIn. Forcément, t'arrives avec ta communauté, donc t'as l'impression qu'ils commencent de zéro et que ça marche direct, mais c'est faux. Enfin, en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte au lieu de juste regarder la finalité et de se dire « Ah bah oui, mais lui ça marche et pas moi ».
Mais regarde aussi les autres potentiels critères qui font que chez lui ça marche et pas sur toi. Et après, je suis d'accord qu'il y a aussi des trucs à faire sur les posts. Il y a des techniques, des manières de rédiger qui marchent mieux, des stratégies qui marchent mieux que d'autres. Mais foncièrement, il faut avoir le mindset de je me compare pas, je teste, je vois si ça prend ou ça prend pas et je suis chill avec ça, quoi. Ouais, et puis comme dans toute création de contenu, ça met du temps aussi à se développer. Ça met du temps aussi de savoir le bon angle, ce qui va vraiment plaire à ton audience. Vraiment, c'est du test and learn, on va dire, continuel, quoi. Et d'ailleurs, par rapport au début sur LinkedIn, tu disais, oui, du coup, on a tous commencé avec des posts à tant de likes et tout. On a aussi, pour la plupart, même pour la majorité, commencé avec des posts chers réseaux. Hein. Ah ouais. Ça, c'était mon tout premier. Oh là là, le cher pour réseau. La demande de stage. Nickel. Sauvé. La vache, si vous saviez les galères qu'on vient de rencontrer, des problèmes techniques, la vache, il y a un petit instant de panique. On a tout enchaîné, la caméra, micro, tout a déconnecté. Du coup, je parlais justement du CV sur LinkedIn que j'avais mis. C'était mon tout premier post en plus, parce qu'à cette époque-là, je cherchais un stage de fin d'études et le nombre de likes, mais vraiment, ça se comptait sur les doigts d'une main. J'en avais vraiment pas beaucoup et pourtant, j'étais contente. Et surtout... vu que c'était mon premier poste et tout ça, tu vois, je m'étais dit, je m'attends pas à grand chose, mais tu vois, t'espères quand même. Et en fait, j'ai pu décrocher un stage grâce à ce CV. Alors, c'est pas un recruteur qui m'a vu directement. En fait, c'était une personne qui avait fait son stage de fin d'études dans une boîte et qui m'a recommandé le nom de cette boîte. J'ai passé j'ai contacté cette boîte, j'ai passé un entretien et après, j'ai été prise. Comme quoi, voilà. Même en débutant à peine sur le réseau ou quoi, on ne sait jamais les opportunités qui peuvent se présenter. Et du coup, c'est vrai qu'on parle pas mal de tes réussites, mais tu as eu aussi une période de down. Tu m'en avais un petit peu parlé en off pour la préparation de cet épisode. Et du coup, tu as connu des galères dans ta vie perso qui ont impacté ta vie pro. Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout comment tu as su rebondir ? Ouais, parce que c'est vrai que sur LinkedIn et sur mes canaux de communication de manière assez générale, j'ai généralement un ton assez positif, bienveillant, good vibes, parce que c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre. Justement, tu vois, le concept de ton émission déjà est super bien parce que c'est prendre le côté marketing de manière plus chill. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi en rendant le marketing plus accessible, plus bienveillant, etc. Et pas un truc un peu boring. Donc je montre toujours le positif. Et je trouve que c'est un truc qu'on voit aussi malheureusement un peu trop sur LinkedIn où on a tendance à davantage exposer ses réussites et du coup on a l'impression que tout est beau, tout est rose chez tout le monde et qu'on est les seuls à galérer dans notre coin en se disant mais pourquoi moi ça ne fonctionne pas ? Et en fait c'est faux, alors j'essaie justement de moins le faire maintenant et tu vois de beaucoup plus parler de ce qui marche pas non plus et comment ça va mieux parce que c'est pas non plus de plomber le moral de tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment un peu de down comme ça. En fait il faut savoir que quand je me suis lancée en 2019, je me suis lancée parce que j'ai été entre guillemets un peu poussée par mon copain de l'époque. Alors poussée, je pense que je me serais lancée dans tous les cas, qu'il soit là ou non, mais c'est vrai que j'avais un vrai soutien émotionnel sur ça et c'est hyper important en plus je pense d'être bien entourée quand tu te lances dans un peu l'inconnu comme ça. Et en fait c'est lui qui a été là, qui m'a soutenue aussi sur toutes les étapes de la progression, de l'évolution de l'entreprise, quand j'ai sorti la formation, quand je suis passée en société, enfin tout ça. Et du coup, quand on s'est séparés, c'était en 2022. Je sais même plus. Oui, 2022. J'ai eu un petit moment où, tu vois, je pense que j'ai lié les deux. J'ai lié ma relation perso avec ma société. Et du coup, j'ai plus du tout eu envie de travailler, tu vois. Je me levais le matin, j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie de m'occuper de mes clients, j'avais pas envie de produire du contenu sur LinkedIn. J'avais plus envie, en fait. Et je pense que c'était une causalité parce que... oui, une séparation c'est toujours triste, mais tu vois, à côté de ça, j'ai profité, je suis partie en vacances, je me faisais des sorties avec mes amis au restaurant, donc j'avais toujours cette joie de vivre, on va dire, tu vois. C'est pas le côté, tu vois, j'étais triste et toute rabougrie chez moi, mais c'était vraiment, je pense, j'ai lié les deux et du coup, plus du tout envie. Et en fait, c'est tombé dans une mauvaise période, puisque à ce moment-là, contre-coup Covid, inflation, restriction des budgets des petites entreprises, surtout des TPE, PME, solopreneurs, etc. Et moi, c'est un peu mon cœur de cible. Donc réduction des budgets marketing, moins de demandes auprès des rédacteurs forcément. Et
pour rajouter une couche sur tout ça, l'arrivée de ChatGPT. Et en fait, évidemment, un outil qui te dit je peux tout rédiger à moindre coût, très vite, en continu, alors que tu dis ça à une entreprise qui déjà n'a plus trop de budget pour faire appel à un rédacteur. Donc ça, c'est évidemment ce qu'ils se sont dit au début, mais ça a évolué, hein. Mais ça a fait plein de choses. Ça fait que moi, je travaillais plus trop parce que j'avais plus trop envie. Et à côté de ça, j'avais beaucoup moins de demandes aussi. Et donc, c'est effet de cause-conséquence, les budgets de la société baissent, tu vois. Donc, il y a vraiment un moment où je me suis dit, peut-être que je vais devoir fermer et je vais devoir... alors évidemment, tu peux toujours te retourner, trouver un boulot salarié, faire autre chose, tu vois. Mais il y a vraiment un moment où je me suis questionnée et je me suis vraiment dit, c'est mort. Et en fait, comment j'ai rebondi, parce que du coup j'ai rebondi quand même, c'est parce qu'il y a cette question de mindset dont on parlait aussi. Il y a un moment où je me suis repris en main, je me suis dit mais en fait rappelle-toi pourquoi tu as lancé ton entreprise initialement, tu vois, rapproprie-toi ce lancement de cette société, de cette activité. Je me suis rappelé pourquoi je voulais être freelance, pourquoi j'avais fait ça, ce que j'aimais aussi dans ce métier-là, parce que c'est un métier que j'ai choisi et que j'aime, hein, c'est pas un métier que je subis au quotidien. Et en fait, je me suis reconnectée à ça. Après, j'ai aussi refait toute ma stratégie, etc. On parlera de stratégie peut-être plus tard. Et c'est reparti comme l'an 40. Mais c'est aussi, je trouvais important d'en parler parce que tu peux voir sur les réseaux que, je sais pas moi, toutes les personnes que vous adorez, je dis n'importe quoi, mais Jean, Patrick, etc., Laura, vous les kiffez, vous avez l'impression que tout va bien pour eux parce que c'est vrai que c'est humain, on a tendance à montrer quand ça va bien, c'est mieux, c'est plus sympa. Ouais. Mais il y a aussi tout le monde des moments d'âne et tout, et que c'est pas propre à la personne qui connaît le moment d'âne actuellement. Donc tout le monde vit ça, vraiment tout le monde. Mais il y a toujours un moyen de rebondir aussi, tu vois. Faut pas se dire, j'ai connu cette période un peu creuse, un peu difficile, donc c'est mort à tout jamais. Et non, si tu te remets dans le bon mindset, que évidemment tu changes des choses dans ta vie, que tu te bouges, que tu essaies de réfléchir, d'avancer, c'est possible aussi de s'en sortir. Donc il y avait ces deux messages-là que je voulais faire passer, de ça arrive à tout le monde et tu peux t'en sortir. Tout à fait. De toute façon, chaque problème a ses solutions. Ouais. Hein. Et après, je me reconnais pas mal, tu vois, dans ce que tu disais par rapport à ta séparation, que tu avais pas mal lié, du coup, ton ex-copain au lancement de ton activité. Moi, c'est un truc, tu vois, que j'ai aussi vécu par rapport à une précédente relation et par rapport à une précédente expérience pro. Et c'est vrai que quand tu as quand tu as des événements du coup qui arrivent pendant d'autres événements, en fait, tu fais le parallèle et c'est surtout aussi parce que tu vois, cette personne, c'était aussi ton repère au moment où tu avais fait des trucs et du coup, au moment de te séparer, tu as l'impression de perdre une partie de toi. Ouais. Et tu as l'impression qu'on t'arrache une partie de ton cœur et tout. Et je comprends tout à fait, tu vois, quand tu disais que du coup... tu te remets un petit peu en question par rapport à ça, tu vois. Il y a toujours des biais d'association, mais je pense que même n'importe quel souvenir, tu vois, par exemple, tu vas penser à des vacances que tu as vécues et tu vas associer une odeur à ces vacances-là, une odeur qui, ça se retrouve n'importe où et n'a rien à voir foncièrement avec cet événement-là. Mais des fois, tu fais des biais d'association entre deux choses et dès que tu vas sentir cette odeur-là alors que tu n'es pas du tout à la plage, par exemple, ça va te rappeler de la plage. Et je pense que il y a ce lien qui s'est fait aussi, tu vois, avec les personnes que tu fréquentais à un moment où tu as lancé l'entreprise. Et s'il y a un qui se casse la gueule, entre guillemets, tu as l'impression que ça impacte forcément l'autre. Et pour s'en sortir, entre guillemets, il faut arriver à refaire la dissociation entre ces deux événements-là, quoi, qui n'ont foncièrement rien à voir, du coup. Le soutien émotionnel était très fort. Donc, et en plus, période Covid, donc... tu vois, on était tout le temps ensemble, donc toute la création de l'entreprise, moi, c'est beaucoup fait en période Covid aussi, puisque je me suis lancée en 2019 et 2020, boum bam boum, quoi. Donc, j'ai vraiment un vrai lien, tu vois, qui s'est créé entre les deux. Et je pense que comme séparation, émotion négative, malgré tout, ça a fait émotion négative sur mon activité et ça m'a fait une sorte de dégoût de l'activité qui est initialement quelque chose que j'aime bien et que du coup, j'ai réappris à aimer aujourd'hui, mais je pense que oui, il faut arriver à dissocier les deux ou à retrouver du sens, du coup, à se redemander pourquoi on fait ça, ce qu'on aime dans son activité. Je pense que tu sais, dans toutes les périodes de down, que ce soit lié à une séparation, à autre chose, un deuil ou quoi que ce soit, il faut toujours se dire pourquoi initialement, enfin qu'est-ce qui me faisait plaisir initialement, pourquoi j'aimais ça initialement, le pourquoi, on a le why en business, tu vois, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et moi au début je comprenais pas du tout
mon pourquoi, mon why. Je veux de l'argent, je veux payer mon loyer et j'aime bien écrire. Donc j'ai fait, du coup j'en ai fait mon métier, tu vois, le why de... Enfin, ça paraît un peu nébuleux comme ça, tu vois, au début. Mais en fait, quand t'as des moments justement vraiment de down, où tu trouves plus de sens à ce que tu fais, et ce why-là, tu te rends compte qu'il a une importance finalement dans ton mindset, le fait que ton activité elle soit pérenne sur le long terme, quoi, tu vois, que ce soit pas quelque chose d'anecdotique que tu fais sur le moment parce que t'as une pulsion. C'est ce qui te permet de durer, quoi, je pense vraiment. Voilà. Et après, il y a aussi toute cette question qu'on pourrait soulever de différencier le pro du perso. Mais je pense que quand t'es freelance, solopreneur, d'autant plus quand tu travailles chez toi, parce que moi je travaille chez moi, forcément le pro-perso, ils ont un impact. Mais même les salariés, hein, je pense que t'as une séparation, ça impacte ton travail en tant que salarié. De ouf. Malgré tout, hein, tu vois, c'est très dur de séparer drastiquement pro-perso. Si on va encore plus loin, on peut dire que l'état mental que tu as toi en tant que personne, pas forcément lié à ton boulot, a un impact aussi sur ton business. Si toi tu te sens bien dans ta vie, épanoui, etc., en général tu as un business qui marche bien aussi. Et si toi tu te sens pas bien dans ta vie, pour quoi ou qu'est-ce, ton business il va moins bien. Donc on pourrait même faire un parallèle sur le bien-être en tant que chef d'entreprise, l'épanouissement, tout ça. C'est clair. Et en vrai, c'est super intéressant aussi ce que tu dis par rapport au why, parce qu'au final, tu vois, cette séparation, ça t'a permis de te reconnecter à toi, à l'essence même de ton activité, pourquoi tu le fais au-delà des raisons financières, etc. Tu vois, tu parles de ta passion et tout. En fait, c'est une manière de te reconnecter à toi, ce que tu aimes vraiment, de puiser vraiment au fond de toi-même. Et moi, je trouve ça beau aussi. Et en vrai, tu vois, et ce qui est cool, c'est que t'en tires quand même du positif malgré tout ça. Chaque événement, t'apprends quelque chose. Il y a les phrases. C'est des phrases bateau, on dirait comme ça quand on le vit pas, mais après on trouve qu'elles ont du sens. Mais tu sais, c'est je perds jamais, soit je gagne, soit j'avance, soit j'apprends. C'est vrai, même dans les événements que tu considères comme un échec ou que tu peux considérer comme un échec, finalement tu te rends compte que des fois c'était nécessaire et que c'est même mieux que ce soit passé comme ça, tu vois, que autrement. Donc oui, sur le moment c'est pas cool. Le moment t'es pas trop bien. Trop bien, je vais me reconcentrer sur mon why. C'est ça. Je vais pouvoir retravailler sur moi-même. J'adore le concept. Non, là t'étais pas envie de dire ça. Mais finalement avec le temps fait bien les choses. Tu te rends compte que c'était bien, que ça t'a permis de te recentrer aussi sur d'autres choses, etc. Donc, mais même dans le business, j'ai fait une stratégie LinkedIn, ça marche pas. Sur le coup, je me dis pas, mais c'est trop bien, j'ai 2 likes, j'adore ça. Tu vois, personne dit ça. Mais sur le long terme, tu te dis que ces 2 likes, ils t'ont peut-être appris les bonnes stratégies, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, l'humilité, j'en sais rien, la patience. Voilà, donc on peut toujours tirer du positif de ce qui nous arrive. Et du coup, on parlait pas mal de ton activité. Là, tu auras l'occasion de donner tes conseils et tes bonnes pratiques. Allez. Donc, quelles sont pour toi les étapes nécessaires pour bien réussir sa rédaction web ? Alors, la première étape, c'est la stratégie. On en a un peu parlé aussi, mais tu peux pas créer du contenu, donc rédiger du contenu si on parle de rédaction web, si tu sais pas pourquoi tu le fais, à qui tu t'adresses et dans quel objectif. On retrouve le why aussi d'ailleurs. Si tu ne sais pas qui tu es toi, donc tes valeurs, le ton éditorial, l'offre que tu as, etc. Mais du coup, tu sais pas à qui tu t'adresses, que ce soit après c'est les personas classiques, genre, âge, problématique, frein, envie, etc. Même revenu moyen si on creuse un peu plus. Et tu sais pas pourquoi tu le fais, quels sont les objectifs derrière, parce qu'encore une fois, on en revient, on en a un peu parlé au début, mais si tu as des objectifs de visibilité, tu auras une création de contenu qui sera totalement différente que si tu as des objectifs uniquement de conversion, tu vois, c'est complètement 2 objectifs différents, la visibilité et la conversion. Donc c'est la stratégie. Une fois que tu as ta stratégie, là, tu commences à rédiger du contenu. Et après, justement, c'est suivre à la lettre cette stratégie-là. Donc ça va être vraiment t'adresser à ta cible. Combien de fois, parce que du coup je fais de la formation, je vois des textes qui sont pas, avec des exemples qui sont pas adaptés à la cible, tu vois, et en fait ça lui parle pas du tout. Et je donne toujours l'exemple de, maintenant tu rédiges pour une banque, pour un prêt bancaire. Et si cet article de banque sur un prêt bancaire, il s'adresse à des jeunes qui veulent faire un prêt pour leurs études, le contenu et le ton sera totalement différent que si tu fais un article de prêt bancaire pour un jeune couple qui va acheter son premier appart. Et il sera aussi totalement différent que si tu fais un article de prêt bancaire pour un retraité qui veut assurer sa retraite, enfin un jeune retraité qui veut assurer sa retraite.
Tu vois, en fonction de la cible, tu peux avoir un même sujet qui est totalement différent. Donc ça, c'est primordial de suivre ta cible, de t'adapter aux grandes techniques de rédaction web, c'est-à-dire dynamique, des phrases courtes, des phrases... ça reste du marketing, tu vois, il faut que ce soit dynamique, catchy, court, pas trop long, pas trop boring, mais en même temps qu'il y ait de la valeur ajoutée. Donc c'est un juste milieu entre beaucoup de fond, mais aussi une forme qui soit intéressante. Et puis, si on s'intéresse beaucoup plus au web, le référencement SEO, parce que tu peux avoir un super bon article, hyper stratégique, hyper bien rédigé, s'il n'a pas de SEO et qu'il arrive en 50e page des moteurs de recherche, personne va le lire. Ça Donc, en rien. fait, voilà, t'auras un super bon article, il est génial, hein, mais personne l'a lu. Donc au final, t'as pas non plus de conversion, de visibilité, t'as rien derrière. Donc les trois grandes astuces, on va dire, c'est 1, stratégie, 2, une rédaction qui est adaptée au web et à la cible, et 3, un bon référencement SEO. T'as fait t'as fait quelques posts plutôt sur l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Et du coup, c'est quoi pour toi la place de l'IA dans la rédaction web ? Alors, c'est un grand sujet aussi, l'IA, qui fait en plus très peur, pour le coup. Mais moi, la première, quand ChatGPT est sorti, je me suis dit, je vais perdre mon job. En plus, c'est justement la période un peu compliquée. Donc bon, ça peut faire peur. Mais en fait, je trouve, avec du recul, que c'est un très bon outil. Et le terme outil a toute son importance là-dedans. En fait, ChatGPT, il est très fort pour tout ce qui est opérationnel. On va pas se mentir. Donc tu lui dis, tu fais ça. En plus, les synthèses de dossiers, par exemple, qui est un peu une partie de la rédaction web aussi, il sait très bien le faire. Donc il est très bon pour ça. Moi, je trouve qu'il est bon pour la productivité. Avant, je mettais 4 heures de faire un article de 1200 mots optimisation. Maintenant, je vais mettre 2 heures, ce qui est dingue. Mais tu vois, j'y mets toujours 2 heures. Mais du coup, je divise par 2 mon temps de travail. En termes de créativité aussi, parce qu'avant, on parlait beaucoup du syndrome de la page blanche qui touche quand même beaucoup de créateurs de contenu et de rédacteurs web. Maintenant, on n'entend plus parler bizarrement. Bah oui, parce que quand tu sais pas par où démarrer, que tu sais pas comment faire, et bah ChatGPT est ton ami. Il va te donner des pistes d'idées, un premier jet avec lequel tu vas pouvoir commencer à travailler. Donc en termes de créativité, je trouve ça vraiment chouette. Et en termes aussi de qualité, parce qu'on va pas se mentir, par exemple, moi j'adore faire ça. Je prends un contenu, que ce soit un post LinkedIn, une newsletter ou un article de blog, je le mets sur ChatGPT, je dis voici mon brief initial, donc ma cible, mes envies, mes objectifs et le ton que je voulais avoir. J'ai pondu ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et en fait, ne serait-ce que d'avoir un regard extérieur qui est foncièrement objectif, puisque c'est une intelligence artificielle, bah c'est hyper intéressant. Et là encore, l'humain, il reste primordial parce qu'il y a toujours l'aspect critique, il faut toujours le voir d'un œil critique. Donc ChatGPT va te dire, par rapport au titre, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. L'idée, c'est pas de suivre de manière aveugle tout ce qu'il t'a dit. Ah bah il m'a dit que le titre était pas ouf, donc je change tout mon titre. Non, c'est d'avoir ton œil critique de rédacteur web et te dire, ok, ça c'est hyper intéressant, je l'avais pas vu sous cet angle-là, c'est vrai que je vais le retravailler. Et ça, à l'inverse, pas du tout, moi je suis pas du tout d'accord. Tu vois, je prends ce qui m'intéresse. Mais du coup, je trouve que si tu l'utilises bien en termes de qualité, vu que tu peux, même, tu vois, typique. Je fais un article, mon client a un ton éditorial très humoristique, c'est-à-dire qu'il écrit de manière, j'ai pas besoin de l'expliquer plus en fait, très humoristique. Et moi, c'est possible que j'ai pas du tout cette ligne éditoriale-là. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de rédiger des contenus humoristiques, parce que c'est quand même un ton particulier. Et moi, je vais faire tout l'article, donc sur le fond, la forme avec des phrases courtes, dynamiques, etc., le côté marketing pour vendre à la fin. Il est nickel chrome, par contre, il n'est pas humoristique, il est assez corporate. Je vais mettre mon article dans le chat GPT et je vais dire, reprends l'article sur un ton humoristique. Et là aussi, ultra pertinent et ultra fort. Mais en fait, tout vient de la consigne de départ. Donc il faut que tu sois compétent dans ton domaine pour savoir comment lui dire de faire les choses. Et l'œil critique aussi, où tu dois, là encore, être compétent dans ton domaine. Donc ChatGPT, très très bon outil. Est-ce qu'il nous remplacera ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est un bon outil que s'il s'accompagne du rédacteur qui va avec. Et si tu n'as aucune compétence en rédaction, tu n'auras pas de bons résultats parce que tu sais pas ce qu'est un bon contenu, tu n'as aucune stratégie, tu n'as aucun œil critique parce qu'en fait tu sais pas ce qui est attendu à la fin. Donc tu n'auras pas de bons résultats. Par contre, avec quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire, là ça peut être un très très bon outil.
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que les outils d'intelligence artificielle, ça doit rester des assistants, tu vois, quand tu as envie d'avoir une vraie strat marketing de rédaction web. Parce qu'au final, tu vois, pour créer du beau contenu, certes, ChatGPT, tu vois, ça aide vachement à reformuler des phrases. Tu parlais justement du ton humoristique, ça a aidé pas mal. Mais en soi, toute la réflexion même créative en fait, la direction dans laquelle tu as envie d'aller, ça doit rester du jus de cerveau. Aussi, il faut avouer que ChatGPT a quand même pas mal de tocs de langage. C'est vachement cramé. Si tu fais du ChatGPT à 100%, déjà il met des majuscules. Aussi dans certains textes aussi. J'étais en mode non. Non mais c'est ça. Déjà si t'as pas un bon prompt, et pour moi un bon prompt, c'est pas le prompt le plus complet, mais tu vois par exemple, je vous donne un prompt au ChatGPT pour mes chapeaux. Moi j'ai une technique de rédaction des chapeaux qui est très particulière et c'est celle que j'apprends à mes étudiants. J'ai une structure de base un peu comme texte à trous que je suis toujours pour tous mes chapeaux. Premier c'est frein, donc tu parles de la problématique de ta cible parce que si elle clique sur ton article, c'est foncièrement qu'elle avait une problématique de base, sinon elle n'aurait pas cliqué sur l'article. Donc tu commences par évoquer cette problématique là pour lui dire regarde je te comprends, c'est exactement ton problème, et là du coup tu dis oh c'est exactement mon problème, vas-y. Ensuite tu le rassures parce qu'il y a toujours une partie empathie humain en disant bah t'inquiète justement j'ai la solution à ton problème, tu vois. Et ensuite tu lui dis pourquoi il n'y arrive pas aujourd'hui, pourquoi il n'y arrivait pas avant de lire cet article là, quelle est l'erreur qu'il peut commettre et qui fait qu'il n'atteint pas son objectif. Justement après tu mets ton objectif, donc là tu lui rappelles ses objectifs, c'est bien ça ton objectif, ah bah ouais c'est exactement ça, et après tu lui dis bah annonce, on va dire classique, CTA classique de l'annonce de l'article de blog. Ça c'est un chapeau qui est hyper pertinent, mais ça je le sais parce que je suis rédactrice web, que j'ai testé plusieurs chapeaux, que ça fait 5 ans que je fais ça et que j'ai formé plus de 300 personnes, mais un client qui sait pas ce qu'est un bon chapeau et comment rendre un bon chapeau attractif, il va dire quoi à ChatGPT? Il va lui dire coucou ChatGPT, on est poli, est-ce que tu peux me rédiger un bon article sur un bon chapeau sur ce sujet-là? Et ChatGPT, il va te faire le truc le plus basique du monde parce que tu lui as fait le prompt le plus basique du monde. Par contre, si tu lui fais le prompt que je viens de vous dire, c'est-à-dire commence par évoquer le frein de ma cible, ou tu peux carrément dire le frein si toi tu le connais, ensuite rassure-le, ensuite évoque les erreurs qui sont telles erreurs, ensuite fais si, ça c'est hyper détaillé, et là t'as un prompt... un résultat hyper quali de ChatGPT parce qu'il a suivi ce que t'as dit, tu vois. Donc on en revient à c'est un bon outil, mais en soi ça suffit pas, et il y a toujours ce truc de relecture où effectivement des fois il y a des phrases, déjà il fait des phrases longues je trouve, très longues à rallonge, des adverbes à tout va, significativement, notamment de plus, de plus, c'est parce que des fois c'est des phrases imbuvables quoi. Mais voilà, donc il faut repasser derrière pour les dynamiser un petit peu, pour t'es obligé de repasser derrière, je pense. De toute façon, comme tu dis, ça se voit. Tu vois, ceux qui font des posts entièrement LinkedIn, ChatGPT, t'es là, t'es à l'aide, quoi, au secours. Ouais, bah c'est ça, les outils d'IA c'est bien, mais encore faut-il bien savoir les utiliser, quoi, tu vois. Et en plus, au niveau de la structure, tu vois aussi que c'est du ChatGPT, parce que souvent l'outil, il va te reprendre ta consigne que tu as donnée pour ensuite développer, tu vois, notamment en plus des majuscules, en plus des répétitions aussi, des tournures de phrases qui sont parfois très lourdes. Je me souviens, genre une fois, tu vois, j'avais essayé de générer un texte ou une reformulation via ChatGPT. Et du coup, il m'a sorti un truc, j'ai pas demandé à être Molière, j'ai pas non plus demandé de la poésie. J'ai juste demandé à ce que tu reformules et tout, que tu étoffes un petit peu plus, tout ça, tu vois, histoire d'habiller un petit peu plus par rapport au contexte, des choses comme ça. Mais il m'a sorti un truc... On dirait que c'est un écrivain du XVIIe siècle qui m'a sorti ça, quoi. J'ai pas compris. Donc, et au final, j'ai retravaillé à la main, donc je me suis dit, en fait, j'aurais dû le faire par moi-même. Mais après, c'est peut-être parce que j'avais mal utilisé le prompt aussi. J'avais mal maîtrisé le prompt. Tu lui avais pas dit que tu voulais pas du Molière. Donc, il est parti sans J'avais pas mentionné que j'étais pas au XVIIe siècle. Tu devrais préciser en 2024. J'aimerais. Mais oui, je pense que après, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est, tu vois, il te fait un premier jet, tu lui dis alors
non, tu vois, plein de fois j'ai dit alors non, c'est pas exactement ce que je t'ai demandé, je reprécise, il fait ah j'ai compris, bon il dit pas ah j'ai compris, il dit parfait, je comprends mieux. Ouais. Et après il te reformule, donc tu vois, tu peux travailler aussi. Mais ce qui est bien avec ChatGPT, je trouve, c'est que beaucoup se disent j'aime pas les résultats que ça donne parce qu'ils te font un prompt basique. Mais justement teste, enfin tu vois, après je suis pas payée par OpenIA pour faire la promotion de ChatGPT, je suis pas envoyée par des robots sur Terre pour vous dire utilisez ChatGPT. Je trouve que c'est un très bon outil en complément, comme j'ai dit, productivité, créativité, qualité, c'est ses plus gros avantages. Mais surtout tester en fait. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les personnes qui disent j'aime pas, juste parce qu'ils en ont extrêmement peur et qu'ils ont tapé 2 lignes de prompt et qu'ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Non, tu peux me dire j'aime pas et personnellement ça me sert pas si ça fait 2 semaines que tu as testé tous les prompts possibles, que tu as regardé 2-3 tutos internet, que tu as essayé de mettre en place et que oui, foncièrement t'aimes pas, tu vois. Mais en fait, je vais te donner un exemple, tu vas me dire, elle le sort d'où celui-là? Mais c'est comme tu veux tester les endives. T'aimes bien les endives. Tu fais des endives à l'eau avec un vieux steak haché 5%. Tu dis, ah, c'est pas bon les endives. Bah oui, mais teste-le avec autre chose. Fais-toi une bonne salade d'endives, fais-toi des endives à la béchamel. Et peut-être que là, tu dirais, bah en fait, c'est pas mal sous cet angle-là. Bah oui, ouais, c'est pas mal sous cet angle-là. C'est marrant parce que j'allais aussi faire un parallèle avec la bouffe, c'est dingue. Pas mal de parallèles à la nourriture quand même. C'est ça. Avec les petits donuts, je crois que ça t'a inspiré. Et du coup, comment on fait pour avoir une rédaction web qui ait de l'impact auprès de notre audience et qui lui donne justement envie d'effectuer une action? Bah, c'est justement ce que je disais, il faut lui parler à elle. Donc, ce que je conseille, c'est par exemple dans le chapeau ou l'accroche, enfin ça dépend le contenu que tu fais, mais sur un article de blog, ça va être le chapeau, l'introduction. Sur un post LinkedIn, ça va être l'accroche, les 2 premiers mots. Sur une newsletter, ça va être l'objet de la newsletter. Enfin bref, t'adaptes. C'est de toujours évoquer la problématique, parce qu'en général, quelqu'un qui lit ton contenu a toujours un problème. Il le lit jamais par curiosité pure et dure, sauf si c'est un vlog. Là, on a une petite curiosité. Mais en général, c'est qu'il a une problématique et qu'il cherche à la résoudre. Donc si tu lui dis « est-ce que c'est ça ta problématique ?» ou si tu appuies sur la problématique ou si tu lui montres que tu as eu un jour la même problématique que lui, ça c'est le côté un peu plus storytelling, et bah forcément tu vas créer une connexion immédiate avec lui. Il va dire « ah bah punaise, elle a l'air d'avoir la réponse, ouais elle a vécu la même chose que moi, peut-être que il y a une identification qui se fait automatiquement. » Et ensuite pareil, c'est pour avoir de l'impact, c'est donner des exemples. Moi je dis toujours qu'il faut qu'il y ait du fond. C'est-à-dire que donner des conseils, tu vois, un peu bateau et ultra superficiels, tu vois, par exemple, tu fais un article sur les dangers de la route pour, je sais pas moi, un accessoire de visibilité, tu vois, par exemple. Et tu dis, ah oui, faire du vélo, voilà, tu fais des accessoires lumineux pour vélo, donc qui permettent la visibilité, et tu dis, ah oui, c'est important parce que la route, c'est dangereux. Super. Merci, mais nous on veut du concret, tu vois, donne-moi des chiffres, montre-moi en quoi c'est dangereux, en quoi grâce à des éléments de visibilité c'est beaucoup moins dangereux. On dit fumer c'est mal parce que c'est pas bon pour la santé, en arrêtant de fumer tu vas économiser de l'argent. Mais montre-moi concrètement, parce que quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui est addict, donc tu vas pas juste lui dire c'est pas bon pour l'argent, ah bah super, allez j'arrête. Il suffisait que tu me le dises. Non, concret, on veut du concret, en me disant tu vois, tu pourrais économiser, alors j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais 1000 € par an, et là tout de suite ça te parle beaucoup plus, tu vois, tu te dis punaise, si je peux économiser 1000 €, et tu peux même lui donner des exemples qui lui parlent, avec 1000 € tu pourrais faire ci, ça, d'autres, tu vois. Donc tu l'accroches en lui parlant de ses problématiques, tu donnes du concret avec des exemples qui lui parlent à lui, commence pas à lui donner des exemples qui ne concernent pas du tout, et surtout tu restes très humain, je pense que c'est le plus important, et c'est pour ça aussi que l'IA a ses limites, c'est pour ça aussi que l'optimisation SEO a ses limites, il faut que ça reste profondément humain et empathique, tu vois, il faut que ça nous touche, que ça crée des émotions, quand on parlait des émotions tout à l'heure, je pense que c'est vraiment les 3 clés pour qu'un contenu soit vraiment impactant. J'allais justement te poser la question sur ce qui était le plus important pour toi quand tu établis une stratégie de rédaction web. Ouais. Voilà, t'as répondu du coup à cette question-là aussi. Et du coup, c'est quoi tes outils favoris justement pour bien maîtriser sa rédaction web? Alors, en termes de rédaction pure et dure, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, tu vois, moi je rédige sur des Google Docs que je partage avec mes clients, on fait des petits commentaires, ça marche bien. Après, WordPress, c'est on va dire le back-office, l'hébergeur le plus utilisé. En termes de rédaction, il y a
pas grand chose. Alors il peut y avoir des outils de relecture correction. Moi je conseille toujours, même si t'es rédacteur et que t'es censé bien maîtriser le français, t'as toujours des fautes qui passent un peu à la trappe parce que en fait tu connais ton texte par cœur et tu le lis sans le lire, t'es un peu fatigué, donc toujours utiliser des outils de relecture correction. Il y en a en ligne gratuit, moi je connais Spellboy, il y a Scribens et Reverso Correcteur. Il vaut mieux les utiliser de concert parce que tous ont leurs limites aussi, donc un va repérer une faute que l'autre va pas repérer, etc. Après en payant il y a Antidote qui est très connu et qui marche très bien. En termes de référencement SEO, pour tout ce qui est audit site, etc., pour moi l'incontournable c'est SEMrush. Donc voilà, même recherche de mots-clés, etc. C'est vraiment SEMrush que j'utilise énormément. Pour le champ sémantique, je vais plutôt utiliser one.fr. Alors je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment bien. Moi j'aime bien. Donc voilà. Et puis, en termes de métabalises, donc les métabalises, ça va être le titre, l'URL, la métadescription, il y a Rank Math ou Wost SEO. Moi, j'aime bien utiliser Wost SEO parce qu'il y a une version en ligne gratuite aussi. Tout ce qui est gratuit, on prend. Voilà, donc en fait, c'est beaucoup d'outils SEO et encore, il y en a plein d'autres que j'ai pas cités si on veut vraiment approfondir. Mais en termes de rédaction pure et dure, hors ChatGPT qui peut t'aider. On y revient. Il n'y a pas énormément d'outils proprement parler. Et du coup, toi, quand tu produis du contenu écrit, c'est quoi tes réflexes? Mes réflexes, c'est d'ouvrir mon Google Doc, d'ouvrir mon cerveau. Non, c'est vraiment de toujours avoir un bon brief de départ. Et si tu rédiges pour toi, parce que donc un bon brief, c'est si tu rédiges pour un client, il faut vraiment que tu aies full information et que rien te semble flou. Tu vois, si tu as une question, te dis pas « Ouais, mais je pense qu'il a voulu dire ça ». T'en sais rien, t'es pas dans sa tête et quand tu te dis que je pense qu'il a voulu dire, il y a une chance sur deux pour que ce soit pas du tout ça il a voulu dire. Donc avoir un brief qui soit complet et super clair. N'hésite pas à poser des questions. Si tu rédiges pour toi, et du coup c'est vraiment de te demander pour qui j'écris. Mais ça il faut que ce soit clair pour chaque article. En fait limite il faut que tu te l'écrives en haut de l'article pour que tu restes focus dessus. Après, c'est toujours de partir d'un plan parce que effectivement le meilleur moyen de partir dans tous les sens et n'importe où, c'est de décrire au fil de la plume, tu vois, sans avoir de plan. Fais-toi un plan, le titre, les différentes sous-parties que je vais évoquer, est-ce qu'elles sont logiques, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles correspondent au sujet, et ensuite de faire, moi ce que j'aime bien faire c'est de la synthèse de dossier. Je vais lire les articles pertinents qui arrivent en première position, je vais faire des sortes de résumés de ce que j'ai pu voir pour chaque partie, tu vois. Mais des résumés nuls, enfin, je veux dire qu'ils sont pas bien écrits, tu vois, j'avais marqué des trucs sous forme de liste à puces, des petits mots par-ci par-là, même des idées qui me viennent à moi en tant que potentielle utilisatrice ou lectrice si je me sens concernée par le contenu. Et seulement à partir de ce brouillon-là, commencer à vraiment rédiger. Mais je pense que la pire erreur, ce serait de commencer à rédiger hyper sérieusement, tu vois, dès les premières lignes, alors que tu sais même pas où tu vas à la fin de ton article, quoi. Ouais, super oui, bien sûr. Oh, mais... oh j'ai un gros mot qui sera censuré. Ouais, super important de structurer son contenu. Super important le brief aussi. Et d'ailleurs, c'est pas que dans la rédaction web du coup que tu te rends compte à quel point c'est super important d'avoir les bonnes directives et tout. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est si t'as pas un bon brief, déjà tu vas passer plus de temps que prévu avec les retours, les trucs comme ça. Et ensuite, en fait, tu vas mal optimiser ton temps, tu vas passer énormément de temps sur un contenu qui au final sera caduc. Donc voilà, super important. Et limite, quitte à structurer toi-même un brief, à demander directement les points dont tu as besoin, des choses comme ça, tu vois. Je trouve que ça aussi, ça peut être très efficace. Parce que des fois, tu as des clients qui te donnent un brief mais qui ne savent pas forcément le faire correctement en fait. Et ils vont te dire parfois des choses à la volée. Et en fait, quand tu leur remets le travail, que ce soit écrit ou visuel ou autre, ils se rendent compte qu'en fait, c'était pas du tout ça. Alors que, en fait, si tu avais un bon brief, si tu avais tout détaillé comme il faut. Moi, c'est ce que je conseille, c'est d'avoir une structure de brief, on va dire, avec des questions toutes faites que tu poses à chaque fois et qui sont utiles à ta rédaction. Alors soit tu fais ça, moi j'aime bien le faire en visio, j'appelle ça l'appel kick-off, où je vais poser toutes mes questions et puis les noter, donc ça sera un échange audio, la personne voit même pas forcément que j'ai une trame de questions, tu vois, juste je lui pose les questions. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'oral, vous pouvez l'envoyer par mail et demander qu'on vous réponde. Mais en fait on a souvent, c'est la peur des rédacteurs, je parle des rédacteurs parce que du coup c'est ceux que je fréquente le plus, mais ils disent ouais mais je vais faire perdre trop de temps à mon client en lui posant des questions, mais en fait
je pense qu'ils préfèrent largement prendre un peu de temps pour répondre aux questions et avoir un contenu hyper quali qui répond clairement à ses attentes à la fin, plutôt que tu lui poses pas trop de questions, donc il prend pas trop de temps, effectivement, mais à la fin, c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. On doit faire 10 retours pour avoir finalement le contenu initial. Je pense que ça l'énervera beaucoup plus et il aura voilà, moi aussi j'arrive plus à parler. Une bien moins bonne expérience si ça se passe comme ça que si t'avais pris ne serait-ce que 30 minutes au tout début pour poser ces questions-là, quoi. Et pour terminer cet épisode, quel conseil tu donnerais à une personne qui débute dans la rédaction web? Et de se former. Je pense que c'est le meilleur conseil parce qu'on se rend pas compte du nombre de rédacteurs qui sont autodidactes ou qui n'ont pas de formation en rédaction web pure et dure, qui vont avoir une formation de com, une formation de market, une formation de lettres, c'est ce qu'on voit le plus, mais qui n'ont pas de formation en rédaction web. Et or, la rédaction web, c'est de la com, du market et de la littérature, un petit mélange. Et c'est ultra important d'avoir toutes les bases parce qu'en fait c'est hyper riche, il y a le référencement, il y a les techniques de rédaction web qui varient entre un article de blog, une newsletter, un post LinkedIn, enfin c'est vraiment hyper complet, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est un métier jeune, qui est assez facile, accessible, il suffit de savoir bien écrire et puis hop là loup, je suis rédacteur web. C'est faux, en fait il y a tellement de trucs à apprendre. Oui, tu peux le faire en autodidacte, mais tu vas énormément te tromper, énormément faire d'erreurs, ce qui est normal. Ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps pour avoir de bons résultats. Alors que si tu investis sur toi, parce que c'est de l'investissement sur soi finalement, et tu auras des résultats beaucoup plus rapides et une activité pérenne beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup Inès d'avoir répondu à ces questions. Et ça tombe bien, on vient de terminer l'épisode, il y a des travaux à côté. Voilà. Mais je pense qu'avec les micros, on n'entend pas trop. Mais merci beaucoup à toi d'être venue pour ce 3e épisode de Marketing Pilot. J'étais super contente de t'avoir. J'ai aussi appris des choses grâce à toi en termes de rédaction web. Et je pense, et je l'espère, que tu apprendras également des choses au public. Et du coup, cite-nous tes réseaux sur lesquels tu es pour les personnes qui ne te suivraient pas encore. Alors principalement LinkedIn, Inès Sivignon. Et après j'ai mon site internet et ma newsletter. Vous trouverez le lien sur mon site internet. Et le site internet c'est inessivignon.fr. C'est simple. Voilà. Et du coup, après, tu avais parlé un petit peu de ta formation et des autres prestations que tu donnes. Peut-être pour les personnes qui seraient intéressées pour un accompagnement, si tu pouvais reciter du coup ce que tu proposes. Ouais, alors moi je suis rédactrice web à mon compte, donc rédactrice web SEO. Donc j'accompagne les entreprises, principalement les TPE, PME, mais je suis ouverte à tout type d'entreprise, dans la rédaction de leur contenu. Il y a tout un aspect stratégie en amont. On voit les canaux de communication sur lesquels ce serait le plus intéressant de communiquer. On établit comment communiquer dessus. Et ensuite, je m'occupe aussi de l'aspect opérationnel, c'est-à-dire que je prends en charge cette rédaction-là et je vous fournis l'ensemble des contenus. Je vous fais même un petit suivi pour voir les résultats. Ça, c'est pour l'aspect accompagnement en tant que rédactrice. Et pour la formation, je forme les rédacteurs web et futurs rédacteurs web. C'est pour ça que j'insiste sur les rédacteurs web actuels qui galèrent un peu justement pour que vous puissiez avoir une activité qui soit pérenne et viable sur le long terme et épanouissante. Ça, c'est quand même le plus important. Merci encore une fois Inès. Du coup, on peut clôturer ici. Ça tombe bien, la cam. Elle nous lâche. Elle nous lâche aussi, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre du coup vos retours dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans Marketing Pilot.